Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le PER. Je suis Stéphane Deveau, directeur du développement commercial et du marketing chez Mescar. Je suis ravi de vous accueillir. On va passer une petite heure ensemble ce matin pour revenir sur un sujet d'actualité. Ce ne sont pas les élections américaines dont on aura peut-être les résultats ce soir, mais c'est le PER qui est un excellent outil, non seulement pour, défiscaliser, ses revenus, préparer bien sûr sa retraite, c'est dans le nom du produit, plan d'épargne retraite, mais également un excellent outil de transmission et pour faire cela, je serai accompagné de Sébastien Guillot de l'UMR, le partenaire de Mescar sur ce produit-là Bonjour à et tous. d'Élise Moras, directrice des études patrimoniales, au sein de Mescar et donc on a pour ambition de vous présenter, l'UMR, notre partenaire, Bonjour à puisque tous. Mescar a fait le choix, il y a quelques années en fait, d'un PER dédié, qui porte le nom de Mescar. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que ce PER, il a été conçu entre Mescar et l'UMR. Il est disponible exclusivement chez Mescar et l'intérêt que nous y voyons, mutuellement, l'UMR et Mescar, c'est un produit que nous allons pouvoir travailler ensemble et dans lequel nous allons pouvoir, référencer, selon notre jargon, mettre à disposition tout un ensemble de produits qui sont, choisis, par les équipes de Mescar, des fonds d'investissement sur le côté, notamment des fonds de mandarine, mais également, et c'est une nouveauté depuis, un peu plus d'un an maintenant, des produits structurés, gamme de produits, d'excellence du groupe Mescar, qu'on pratique depuis de nombreuses années avec succès. Ce sont ainsi, 5 produits structurés qui ont été référencés au sein du PER, dont, 2, d'ores et déjà remboursés avec évidemment des gains intéressants pour nos clients et ce n'est pas fini. Nous travaillons en fait, en permanence entre les équipes de Mescar et l'UMR pour enrichir et faire en sorte que ce produit puisse répondre à vos attentes et puisse également, vous permettre d'accéder aux produits que vous avez l'habitude de trouver sur les comptes titres ou dans d'autres produits d'assurance. Je vais passer dans un premier temps la parole à Sébastien qui va vous présenter, l'UMR. L'UMR a cette particularité, Sébastien en parlera, d'être, très engagé sur la durabilité, tout comme l'est, Mescar de manière historique et fera un petit point sur le fonds euro et puis Élise Moras reviendra sur, les particularités, les spécificités du PER, comment est-ce qu'on peut défiscaliser, comment est-ce qu'on peut éventuellement, en sortir ou le transmettre. Voilà. Sébastien, je te passe la parole et vous aurez un temps de questions à l'issue de nos présentations. Vous y avez accès, par le biais du chat. N'hésitez pas à nous les poser, on s'efforcera d'y répondre. Merci Stéphane. Donc effectivement, je vais vous présenter l'UMR, donc l'assureur, le porteur de risque de ce PER. Et comme tu le rappelais Stéphane, notre ADN à l'UMR est celui de concevoir des PER sur mesure pour nos partenaires et donc pour Mescar. Et de pouvoir concevoir cette solution à l'image de vos clients et qu'elle puisse évidemment correspondre aux besoins les plus pointus dont on parlait tout à l'heure, notamment en termes d'univers d'investissement. L'UMR, c'est donc un spécialiste de la retraite individuelle puisque c'est notre seule et unique activité depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, nous avons mis ce savoir-faire à disposition de nos partenaires, puisqu'on cherche réellement des partenariats gagnant-gagnant avec nos partenaires distributeurs. Et nous concevons ces solutions de PER sur mesure, qu'elles soient en point ou multi-support. Aujourd'hui, avec Mescar, c'est donc un PER multi-support que nous avons conçu. Nous gérons donc un portefeuille d'un peu plus de 370 000 adhérents à ce jour pour un peu plus de 9 milliards d'actifs sous gestion en valeur de marché, ce qui fait de nous donc un acteur confirmé sur ce segment. Nous avons également intégré le groupe Vive en 2023, ce qui représente un vrai gage de solidité évidemment pour l'ensemble de nos clients, avec un chiffre d'affaires frisant les 130 millions d'euros en 2023.
Notre force, c'est aussi d'être 140 collaborateurs, tous basés à Nantes. Et donc, quand on parlait d'expertise et d'agilité, nous avons cette chance de pouvoir être tous regroupés au sein d'un même bureau sur un site nantais, et donc de pouvoir agir très rapidement et réagir très rapidement aussi. Donc, une grande agilité dans la conception de ces solutions que nous mettons aujourd'hui à votre disposition. Et puis, un rendement du fonds euro à 3% net de frais de gestion en 2023. On y reviendra tout à l'heure. C'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant, et donc on a construit ce fonds euro dans une optique de performance que je vais vous détailler tout à l'heure. Alors l'UMR, c'est évidemment l'assureur et donc le porteur de risque, mais nous ne pouvons pas travailler seuls, et donc aujourd'hui l'écosystème autour duquel avec lequel nous pouvons travailler aujourd'hui, c'est plus de 50 partenaires distributeurs au sein du groupe Vive, à travers différentes mutuelles, des courtiers, des CGP, des banques privées, et puis des sociétés de gestion évidemment qui nous permettent de proposer un univers d'investissement le plus large possible. Aujourd'hui, notre ancrage dans le groupe Vive, il est aussi représenté par les partenariats que l'on a construits avec la MGN ou Harmonie Mutuelle, et puis ce PER que l'on a construit aussi pour Mescar depuis 2 ans maintenant, avec un ADN important et dont je vais vous parler un peu plus en détail, qui est celui de la société à mission que nous sommes devenus l'année dernière, puisque nous souhaitons, à travers un certain nombre d'engagements, pouvoir porter des valeurs et les partager avec nos partenaires distributeurs. C'est ce que rappelait Stéphane tout à l'heure. C'est important pour nous qu'avec le partenaire, nous partagions ces valeurs et nous puissions vous les transmettre à travers les offres qu'on met à votre disposition. Donc cet engagement, il se traduit à travers une raison d'être qui est le premier pilier de notre engagement de société à mission, mais aussi à travers différents objectifs statutaires. Ils sont au nombre de 4 et je vais vous les présenter dans quelques minutes. Une entreprise à mission, on en entend évidemment un peu plus parler en ce moment, mais c'est pour nous quelque chose qui porte beaucoup de sens et sur lequel on voulait vous dire 2 mots. C'est un modèle engageant pour l'entreprise et l'assureur que nous sommes. Ça nous implique dans la transformation d'un modèle pour s'engager dans les grands défis que sont les nôtres et qui seront les nôtres demain, notamment sociaux et environnementaux. C'est pour nous l'occasion de mettre notre activité au service d'une utilité que l'on a dû définir, et puis c'est aussi partager et faire connaître notre vocation. À l'UMR, ceci s'est décliné autour donc de choix forts, de pouvoir proposer et de mettre à disposition l'épargne responsable au plus grand nombre au travers donc des partenaires qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est pouvoir aussi évidemment accompagner l'ensemble de nos clients dans leur transition vers la retraite. On le sait, une nouvelle vie, un temps fort qui a besoin d'être préparé et accompagné. Et puis c'est évidemment contribuer au mieux vivre demain. Nous avons une responsabilité et un pouvoir en tant qu'investisseurs, donc nous souhaitons pouvoir évidemment être contributeurs des solutions que l'on doit trouver pour demain et faire en sorte que le monde dans lequel on vivra soit le meilleur possible. Donc les objectifs statutaires dont je vous parlais, ils sont décrits ici. Pour vous les résumer, nous sommes historiquement un acteur mutualiste. En devenant société à mission, donc nous avons pris le statut de société anonyme et nous avons eu à cœur de continuer à faire vivre notre ADN mutualiste. Et donc ce premier objectif statutaire, il a été
de perpétuer cet engagement et cet ADN mutualiste à travers notamment un actionnariat 100% mutualiste. Il est également de pouvoir générer une performance durable, donc tout en contribuant donc à cette transition dont je vous parlais, notamment sociétale et environnementale, dans le choix des investissements que l'on réalise conjointement avec nos partenaires. Il est aussi d'innover dans toutes les solutions qui permettent d'accompagner donc cette transition sociale, environnementale et économique, et puis de pouvoir accompagner tous ceux qui souhaitent et ont besoin de se constituer cette retraite supplémentaire pour cette période de vie qu'est la retraite. Enfin, c'est aussi de pouvoir fédérer une communauté d'entraide et de solidarité pour accompagner l'ensemble de nos clients et adhérents, ceux de nos partenaires, de façon concrète dans l'ensemble des moments de la vie et dans les épreuves qui sont parfois rencontrées dans ces périodes pas toujours simples, celle qui est la retraite, et donc de pouvoir amener un certain nombre de solutions au travers de services que l'on vous propose également. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de ce fonds euro qui est donc un gage aussi de performance quand il est allié à une allocation d'actifs aussi construite avec l'ensemble des gérants chez Mescar. Donc le fonds euro, c'est une enveloppe qui permet de sécuriser une part de l'épargne dans cette allocation, et nous avons à cœur à l'UMR de pouvoir proposer un fonds euro performant, mais performant de façon plutôt pérenne et donc sur le long terme. On le sait, le temps long qu'est celui de la retraite nécessite des stratégies long terme. Donc, on voulait vous dire aussi quelques mots sur ce fonds euro pour vous expliquer son fonctionnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un fonds donc sécurisé qui est construit en grande majorité sur des investissements en obligations, comme vous le voyez sur le graphique qui est affiché actuellement. Mais c'est aussi un fonds qui nous permet, dans une stratégie de diversification, d'aller chercher des poches de performance ailleurs que dans l'obligation, et le temps qu'est la retraite nous permet aussi d'investir, notamment dans le non-coté, dans l'immobilier, au travers donc de cette stratégie qui amènera de la performance tout en la protégeant et en ne l'exposant pas trop. La force de l'UMR aujourd'hui, c'est d'avoir su protéger ce fonds euro pour que, au travers de réserves importantes affichées ici, nous puissions, dans la durée, continuer à offrir et à garantir une performance qui restera parmi les meilleures du marché. Nous vous avons rappelé ici les performances des 3 dernières années, 2021, 2022 et 2023, qui à chaque fois se sont positionnés parmi les meilleures performances du marché grâce à cette stratégie de protection du fonds en ne le surexposant pas trop et en ayant cette stratégie long terme qui nous permet voilà, de garder une performance tout à fait satisfaisante pour l'ensemble des clients de nos partenaires. J'espère voilà, avoir pu vous présenter l'ensemble une partie en tout cas des activités de l'UMR. Je vais passer la main à Élise Moras maintenant. Peut-être Sébastien, pardon, je me permets d'insister un petit peu, et pour ceux qui nous écoutent entre guillemets seulement par téléphone, le niveau de réserve du fonds euro affiché, c'était 12%. Les rendements nets de frais de gestion et bruts de fiscalité vont de 1,80% en 2021 jusqu'à 3% net, encore une fois, de frais de gestion et bruts de fiscalité en 2023. Ce qui est important de retenir, et j'espère que ce n'est pas trop technique, mais c'est que l'UMR, grâce à sa gestion prudente, arrive à servir non seulement un taux de rendement à ses assurés qui est parmi les plus élevés du marché, mais sans pour autant puiser dans les réserves, puisque le niveau des réserves reste particulièrement élevé. Donc c'est
c'est cette double composition qui nous semble importante et sur laquelle on voulait insister. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas, voilà, qui nous écoutent seulement mais qui ne nous voient pas, vous pourrez le retrouver dans les supports que nous vous ferons suivre à l'issue du webinaire. Effectivement, à titre d'information, le marché affiche généralement des niveaux de réserve plutôt aux alentours de 6-7%. Quand tu le rappelais, Stéphane, le niveau de réserve de l'UMR est à 12% aujourd'hui. Donc, ces 12% permettent de garantir un niveau de performance toujours très satisfaisant pour les années à venir. Aujourd'hui, mais également pour les années à venir. Merci, Stéphane. Merci, Sébastien. Merci, Stéphane. On va voir maintenant, on va faire un petit tour d'horizon des avantages fiscaux de ce PER, de ce plan d'épargne retraite. Alors, si on remonte un petit peu dans l'historique de ce plan d'épargne retraite, il a été créé par la loi Pacte en 2019. Avant cette loi Pacte, il existait plusieurs dispositifs d'épargne retraite, tels que le PERP, Madelin, l'article 83. L'idée du législateur avec la loi Pacte de 2019 était de regrouper l'ensemble des anciens dispositifs épargne retraite dans un seul outil qui a été appelé PER, plan d'épargne retraite, pour donner plus de lisibilité à cette épargne retraite au sein d'un même dispositif. Alors, un des premiers avantages fiscaux du plan d'épargne retraite, c'est de permettre la déduction des versements réalisés sur ce plan sur son revenu. Donc, ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est une déduction qui va venir sur le revenu global du contribuable et qui va permettre de diminuer le montant imposable à l'impôt sur le revenu. Alors, ces versements, ils ne sont pas déductibles sans limite. Il y a un plafond à cette déductibilité. Et cette déductibilité, ce plafond va être différent selon que l'on est un particulier salarié ou inactif par rapport aux professionnels indépendants. Donc, pour les salariés et inactifs, ce plafond, il est égal à 10% des revenus professionnels traitement au salaire après déduction des frais professionnels. Donc, on prend son salaire, on déduit les frais professionnels, on multiplie ce montant par 10% et on a le plafond annuel avec un minimum pour les versements réalisés en 2024 de 4 399 € et un maximum, c'est notre plafond, toujours pour les versements réalisés en 2024 de 35 194 €. Pour les salariés et inactifs, on a un avantage, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser les plafonds des 3 années précédentes si on n'a pas, bien sûr, réalisé de versement au cours de ces 3 années. Donc, ça peut augmenter les versements déductibles sur une année N. Je verse en 2024, je n'ai pas réalisé de versement les 3 années précédentes, je vais pouvoir cumuler 4 années de plafond. Toujours pour les salariés et les inactifs, j'ai également la possibilité d'utiliser le plafond de mon conjoint ou de mon partenaire de pacte si celui-ci ne l'utilise pas. Donc ça, c'est 2 avantages que l'on ne va pas retrouver pour les professionnels indépendants, les travailleurs non salariés. Par contre, les travailleurs non salariés ont un avantage que n'ont pas les salariés, c'est que le plafond est plus élevé, puisque à ces 10% de revenus professionnels, on va pouvoir ajouter 15% de ce bénéfice imposable lorsque celui-ci excède 46 000 € pour arrondir. Donc là, on a un minimum également de 4 637. Par contre, on voit que le maximum est bien plus élevé puisqu'on arrive à un plafond maximum de 85 000 € pour arrondir. Par contre, comme je le disais, pas de possibilité d'utiliser les plafonds des 3 années précédentes non utilisés et pas de possibilité d'utiliser le plafond de son conjoint. Par contre, les travailleurs non salariés, les indépendants, s'ils le souhaitent, ils peuvent utiliser le plafond des salariés, ils ont le choix. Ils peuvent utiliser le plafond qui leur est dédié. Par contre, ils peuvent avoir avantage
s'ils n'ont pas utilisé des plafonds des 3 années précédentes, de ne pas se placer sur le régime travailleurs non salariés, mais d'aller chercher le plafond et non utilisé des salariés et inactifs. Alors, il faut faire attention aussi, c'est qu'on peut avoir déjà utilisé ces plafonds en réalisant notamment des versements sur d'autres dispositifs d'épargne retraite. Voilà, donc il faut bien prendre en compte l'ensemble des versements qui ont été réalisés sur une année et déduire ceux qui pourraient avoir été utilisés sur d'autres dispositifs, comme un employeur qui peut faire des versements PERCO. Alors, on va pouvoir déduire ces versements dans la limite des plafonds que l'on vient d'exposer sur son revenu imposable. Ce qui signifie que plus notre tranche marginale d'impôt sur le revenu est élevée, plus notre avantage fiscal le sera. Par exemple, ici, nous avons pris un versement sur un plan d'épargne retraite de 10 000 €. Si mes revenus me soumettent à une tranche de 41%, eh bien mon gain fiscal va être égal à 41% du montant versé, donc de 10 000 €. Je vais avoir un gain fiscal de 4 100 €. Donc finalement, mon effort d'épargne, ça va être la différence, soit 5 900 €. Donc effectivement, plus la TMI du foyer fiscal est élevée, plus l'avantage fiscal est important et l'effort d'épargne, bien sûr, plus faible. Il y a un avantage dans ces versements plan d'épargne retraite, c'est que cet avantage fiscal n'est pas pris en compte dans le plafonnement global des niches fiscales qui est actuellement de 10 000 € par an et par foyer. Bon, il y a des petites exceptions, mais il faut retenir ces 10 000 € par an. Donc, lorsque je réalise un versement sur un plan d'épargne retraite, ça n'impacte pas le plafonnement global des niches fiscales. Alors, on a vu que nos versements venaient s'imputer sur notre revenu global. Plus j'ai une tranche marginale d'imposition élevée, plus mon avantage fiscal est important. Par contre, il y a un petit inconvénient pour les contribuables qui sont soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc les fameux 3 et 4% à partir d'un certain revenu fiscal de référence. Le fait de réaliser des versements sur un plan d'épargne retraite ne permettra pas de réduire cette contribution exceptionnelle sur les revenus. Voilà, et puisqu'on est dans la période du projet de loi de finances, et pour ceux qui l'ont suivi, ce projet de loi de finances prévoit une nouvelle contribution qui sera appelée contribution différentielle sur les hauts revenus, qui toucherait les contribuables dont la tranche moyenne d'imposition est inférieure à 20%. Là aussi, en l'état actuel des textes, qui bien sûr peuvent évoluer jusqu'à la fin de l'année, en l'état actuel des textes, les versements plan d'épargne retraite ne permettraient pas non plus de réduire cette contribution différentielle sur les revenus. Mais voilà, on voit quand même que lorsqu'on est sur une tranche de 30%, 41%, 45% de tranche marginale d'imposition sur le revenu, on a un gain fiscal qui n'est pas négligeable, qui est même plutôt assez important. Alors, la difficulté, souvent, les questions qu'on nous pose, c'est comment je calcule effectivement mon plafond de versement déductible. Alors, on a bien vu tout de suite la méthode, mais il y a une solution simple pour trouver ce plafond, c'est votre avis d'imposition sur le revenu que vous avez reçu au cours de l'été et qui indique les plafonds pour les versements réalisés 2024. Donc là, on a pris l'exemple d'un couple. On voit qu'à la fin de leur avis d'imposition, on a pris un petit extrait de leur avis d'imposition sur les revenus 2023. Eh bien, la dernière ligne ici que l'on a entourée correspond au plafond des cotisations déductibles pour les versements réalisés 2024. Et donc, pour ce couple, on a le déclarant 1, monsieur, on a le déclarant 2, madame. On a un total pour le couple de 82 215 € de versements déductibles pour les versements réalisés en 2024. S'ils utilisent en totalité ce plafond, ils sont soumis, ce couple est soumis à une tranche marginale d'imposition sur le revenu de 41%. J'attire votre attention que dorénavant, sur les avis d'imposition, vous avez également indiqué votre tranche marginale d'impôt sur le revenu. Donc,
à revenu équivalent. Bien sûr, si vous n'avez pas si vous avez réalisé des revenus à peu près identiques à l'année précédente, vous pouvez déterminer quelle sera votre tranche marginale d'impôt sur le revenu pour l'année 2024, à revenu équivalent bien sûr, et vous pourrez déterminer votre gain fiscal. Donc ici, il y avait indiqué une tranche marginale d'imposition de 41%, ils ont des revenus équivalents, leur gain fiscal sera de 33 708 €. Et le déclarant 1 peut utiliser le plafond du déclarant 2 et inversement. Par contre, il est important lorsqu'on réalise sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, pour les revenus 2024, la déclaration d'impôt sur le revenu va être réalisée au printemps prochain, au printemps 2025. Si vous souhaitez utiliser le plafond de votre conjoint ou de votre partenaire de pacte, il ne faut surtout pas oublier de cocher une case, qui est la case 6QR, mais de toute façon, votre conseiller Mescar sera là pour vous la rappeler, parce que l'administration fiscale ne va pas aller chercher le plafond de son conjoint d'elle-même. Si vous ne cochez pas cette case indiquant que vous souhaitez utiliser le plafond de votre conjoint, l'administration fiscale ne le fera pas et on peut avoir des situations un peu pénalisantes qui est que on réalise des versements déductibles qui finalement ne le sont pas. N'hésitez pas à poser des questions sur notre petit chat si vous souhaitez des éléments complémentaires. Alors, une fois que j'ai réalisé, que je me suis constitué un plan d'épargne retraite, la question qui se pose, c'est à partir de quand je vais pouvoir disposer des fonds. La liquidation du PER, du plan d'épargne retraite, il peut intervenir à partir de l'âge légal de départ à la retraite. On sait qu'on a eu une réforme. Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est de 64 ans, pardon, excusez-moi. Donc, on peut débloquer notre plan d'épargne retraite à compter de l'âge légal de départ à la retraite ou à compter de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité. Et on va voir qu'on peut très bien conserver ce plan d'épargne retraite, peut-être dans un objectif qui serait de transmission. Si, bien sûr, on n'a pas besoin de ces revenus au moment de son départ à la retraite parce qu'on s'est constitué un capital par ailleurs. À partir du moment où je décide de liquider le plan d'épargne retraite que je me suis constitué, quelle va être la fiscalité? Et je crois que ça faisait partie des questions qui ont déjà été posées sur notre chat. Vous avez dans ce tableau deux colonnes. La colonne bleue est relative à la fiscalité en cas de débouclement du PER lorsque j'ai demandé la déductibilité de mes versements, donc pour obtenir l'avantage fiscal dont on a parlé tout à l'heure. La colonne verte, on va dire, correspond à la fiscalité qui est relative à des versements pour lesquels je n'ai pas souhaité, pour une raison ou une autre, demander la déductibilité de mes versements. Pour les versements déductibles, puisque c'est surtout cette colonne-là qui nous intéresse, la fiscalité va dépendre des modalités que je choisis pour sortir de mon plan d'épargne retraite, parce qu'effectivement, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de sortir en rente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je liquide mon PER, eh bien, tous les mois, je vais percevoir une rente, mais j'ai également la possibilité de sortir en capital. Et ça, c'est très intéressant parce que les anciens dispositifs d'épargne retraite qui existaient avant la loi Pacte de 2019 ne permettaient pas cette sortie en capital ou alors de façon très marginale. Avec le plan d'épargne retraite, j'ai la possibilité de sortir en capital. La rente permet effectivement d'avoir un revenu tous les mois, mais la sortie en capital permet de pouvoir moduler ces sorties en fonction de mes besoins, tout en continuant à faire fructifier mon capital, ce que ne permet pas la rente. Et ce qui est intéressant également dans ce dispositif, c'est que vous avez la possibilité de choisir de faire une sortie mixte, c'est-à-dire une sortie pour partie en capital et pour partie en rente. Par contre, il faudra l'indiquer au moment de la première liquidation, lorsque vous en ferez la demande.
pour la fiscalité de sortie en capital, j'ai bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée. J'ai pu déduire les sommes versées de mon revenu imposable et j'ai bénéficié d'un avantage fiscal important. Cet avantage, il va être pas repris, mais en tout cas, sur les primes versées, on va appliquer le barème d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on va avoir une fiscalité sur les primes versées au moment de la sortie. C'est le barème d'impôt sur le revenu. Et sur les plus-values réalisées sur la durée de mon plan d'épargne retraite, eh bien, je vais être imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30%. J'ai également la possibilité d'opter pour le barème d'impôt sur le revenu. À ce moment-là, il faudra également ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, qui est le taux effectivement actuel. Alors, j'ai effectivement une imposition au barème d'impôt sur le revenu sur les primes versées. Mais malgré tout, eh bien, mon contrat s'est valorisé pendant plusieurs années et j'ai donc pu capitaliser mon gain fiscal. Et puis, au moment de la retraite, eh bien, en règle générale, notre tranche marginale d'impôt sur le revenu est plus faible que pendant mon activité professionnelle. J'ai pu avoir des revenus professionnels qui m'ont amené à faire l'objet d'une tranche marginale d'imposition à 41%, mais au moment de ma retraite, j'ai des revenus plus faibles. Ma tranche d'imposition peut l'être également, voilà, à hauteur de 30% par exemple, je gagne déjà 11% de tranche marginale d'impôt sur le revenu. Et puis, lorsque l'on fait une sortie en capital, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas peut-être la faire en totalité, tout mon contrat sur une année. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire une sortie progressive. Je sors une partie de mon capital d'une année, je vais échelonner dans le temps cette sortie en capital pour éviter de me faire passer dans une tranche marginale d'imposition supérieure. Avec ma pension de retraite, je suis à 30%, eh bien, je vais faire attention à ce que cette sortie en capital ne me fasse pas passer, par exemple, à la tranche supérieure de 41%. Donc ça, c'est aussi important de choisir les modalités de sa sortie en capital et éventuellement de fractionner pour éviter une imposition trop élevée. Par contre, comme pour les anciens plans d'épargne retraite qui étaient mis en place, qui existaient avant la loi Pacte, eh bien, j'ai également la possibilité de sortie en rente. À ce moment-là, je vais avoir l'application du barème de l'impôt sur le revenu sur les sommes qui me sont versées et je vais avoir également les prélèvements sociaux de 17,2 mais uniquement sur une partie de la rente versée, pas sur la totalité. Et la quote-part taxable aux prélèvements sociaux va être fonction de l'âge à laquelle je demande la liquidation de mon plan d'épargne retraite. Alors, voilà, en règle générale, on va peut-être demander la liquidation entre ses 60 et ses 69 ans. Eh bien, à ce moment-là, ma rente ne sera imposable qu'à hauteur de 40% aux prélèvements sociaux de 17,2. Si je n'ai pas demandé la déductibilité à l'entrée de mes versements, eh bien, je n'aurai pas d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu sur les primes versées si je demande une sortie en capital. Je n'aurai qu'une imposition au prélèvement forfaitaire unique de 30% pour cette sortie en capital. Par contre, pour la sortie en rente, eh bien, je vais avoir une imposition au barème d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2%, mais uniquement sur une partie de la rente. Voilà, toujours pour exemple, je demande la liquidation en rente à 65 ans, je ne vais être imposable sur cette rente au barème de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2 qu'à hauteur de 40%. Contrairement au plan d'épargne qui était en vigueur avant la loi Pacte, je vais avoir un cas de déblocage supplémentaire qui n'existait pas à l'époque, avant 2019, qui est la possibilité de demander un déblocage anticipé de mon plan d'épargne retraite en cas d'acquisition d'une résidence principale. Par contre, pour ce cas de déblocage, je ne vais pas avoir d'avantage fiscal particulier. C'est bien la fiscalité que l'on a vue précédemment sur le slide précédent qui va s'appliquer si je demande le déblocage de mon plan d'épargne retraite pour acquérir ma résidence principale.
J'ai, comme les précédents plans d'épargne retraite qui existaient, la possibilité de demander également des cas de déblocage anticipé pour accident de la vie. Donc, vous les avez ici sur le slide. Et pour ceux qui nous suivent par téléphone, eh bien, voilà, en cas de décès du conjoint, d'invalidité, de surendettement, d'expiration des droits à l'assurance chômage, ou de cessation d'une activité non salariée suite à une liquidation judiciaire, je vais pouvoir demander le déblocage de mon plan d'épargne retraite, ce qui peut être assez rassurant. Et en plus, lorsque je demande un déblocage de mon plan d'épargne retraite pour cette raison, pour un accident de la vie, je vais avoir un avantage fiscal, puisque ce n'est pas la fiscalité que l'on vient de voir qui sera applicable. Je vais avoir une exonération d'impôt sur le revenu sur les primes versées, donc je n'aurai pas une reprise de mon avantage fiscal à l'entrée. Je vais pouvoir récupérer les primes versées hors impôt sur le revenu. Par contre, je vais avoir uniquement les prélèvements sociaux sur les plus-values. Je vais également avoir une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values. Donc voilà, c'est quand même assez rassurant de savoir qu'en cas d'accident de la vie, je peux récupérer ces capitaux avec une fiscalité particulièrement avantageuse, puisque voilà, seuls les prélèvements sociaux de 17,2 seront dus sur la plus-value réalisée par notre plan. Maintenant, comme on l'a vu, je n'ai pas une obligation de débloquer mon plan à l'âge de la retraite. Je peux avoir avantage à le conserver dans un objectif de transmission. Donc, je ne débloque pas mon plan, je le garde et ce plan va se débloquer à mon décès. Quelle va être la fiscalité pour les bénéficiaires de ce plan? Alors, il faut distinguer l'âge au moment du décès. Le premier cas, c'est je décède avant 70 ans, bien évidemment. Nous ne le souhaitons à personne, mais nous allons le voir quand même. La fiscalité qui sera applicable aux héritiers, c'est la fiscalité de l'assurance vie lorsqu'on réalise des versements avant 70 ans. C'est le fameux article 990I du Code général des impôts qui s'applique. Donc, chacun des bénéficiaires désignés dans la clause du plan d'épargne retraite, puisque vous avez la possibilité de choisir vos bénéficiaires dans la clause du plan. Et évidemment, nous sommes là pour vous accompagner dans la rédaction de ces clauses. Eh bien, chacun des bénéficiaires a un abattement de 152 500 €. Alors, cet abattement s'applique sur le plan d'épargne retraite, mais sur également l'ensemble des contrats d'assurance vie détenus par le souscripteur. Il n'y a qu'un abattement de 152 500 € pour l'ensemble des contrats qui sont soumis à cet article 990. Au-delà de cet abattement de 152 500 €, j'ai une tranche de 700 000 €, donc, qui est quand même assez importante, sur lequel sera impliqué un abattement de 20%. Et si les capitaux remis aux bénéficiaires excèdent 852 500 €, l'abattement de 152 500 € plus notre première tranche à 700 000, il sera imposable au prélèvement de 31,25% au-delà. Donc, ça, c'est la fiscalité applicable si malheureusement je décède avant 70 ans. Si je décède après 70 ans, ce qui est le cas le plus probable et que l'on souhaite à tout le monde, ce ne sera pas la fiscalité de l'article 990I, mais la fiscalité de l'article 757B du Code général des impôts. On appelle cet article applicable pour le plan d'épargne retraite un article 757B dégradé, dans le sens où son application ne sera pas exactement la même que celle applicable pour les contrats d'assurance vie. Pour les contrats d'assurance vie, lorsque on réalise des versements après 70 ans, les droits de succession s'appliquent, mais uniquement sur les primes versées. Pour les contrats d'assurance vie, la plus-value est exonérée des droits de succession. Ce n'est pas le cas pour le plan d'épargne retraite. L'ensemble du capital versé sera soumis aux droits de succession.
Par ailleurs, comme pour l'assurance vie, il y a un abattement de 30 500 €, tout contrat confondu, tout contrat souscrit par le souscripteur concerné. Cet abattement n'est valable qu'une fois pour l'ensemble des contrats du souscripteur. Alors, on a effectivement des droits de succession qui peuvent paraître élevés par rapport effectivement à de l'assurance vie en cas de décès après 70 ans, mais il faut bien avoir conscience que le conjoint survivant et le partenaire de Pacs, eh bien, il est complètement exonéré, comme sur l'assurance vie, comme sur les droits de succession, eh bien, de l'ensemble de ces prélèvements au décès du souscripteur. Donc, si j'ai désigné mon conjoint survivant dans ma clause bénéficiaire, mon conjoint survivant, eh bien, va recevoir ce capital hors droit de succession, puisque l'exonération vient de sa qualité de conjoint survivant ou de partenaire de Pacs. C'est donc un outil assez puissant, le plan d'épargne retraite, pour protéger son conjoint survivant, son partenaire de Pacs, puisque le capital sera remis au conjoint survivant hors droit de succession, et l'avantage fiscal que vous avez obtenu à l'entrée avec la possibilité de déduire les versements de votre revenu global, cet avantage fiscal ne sera pas repris. Par rapport à l'assurance vie aussi, il y a un avantage pour le plan d'épargne retraite, c'est que sur l'assurance vie, eh bien, on voit il y a une application au décès du souscripteur, soit de l'article 996, soit de l'article 757B en fonction de l'âge à laquelle le souscripteur a versé les primes d'investissement. Mais pour l'assurance vie, il y a un prélèvement qui est réalisé, ce sont les prélèvements sociaux de 17,2% qui sont dus en cas de décès du souscripteur s'ils n'ont pas été prélevés en cours de vie. Donc, il y a des prélèvements sociaux sur les unités de compte, puisque les prélèvements sociaux sur l'assurance vie sont prélevés au fil de l'eau sur les fonds euros. Donc, en règle générale, au décès du souscripteur, il y aura un prélèvement concernant les prélèvements sociaux de 17,2 et qui concerne les unités de compte. Le plan d'épargne retraite, lui, n'a pas ce prélèvement de 17,2 sur la plus-value réalisée par le souscripteur. Donc, c'est un avantage pour le père par rapport à l'assurance vie. Il peut ne pas y avoir de prélèvements sociaux prélevés ni en cours de vie, ni au décès du souscripteur. Encore une fois, ce n'est pas le cas sur l'assurance vie. Alors, pour vous montrer l'avantage que peut avoir un plan d'épargne retraite dans un objectif de transmission, on vous a mis un petit exemple d'illustration. Et donc, ici, on est parti d'un contribuable qui réalisait un versement de 10 000 € et qui bénéficiait à l'entrée d'un avantage fiscal de 4 500 € grâce à sa tranche marginale d'impôt sur le revenu à 45%. Il verse 10 000 €. À l'entrée, il bénéficie d'un avantage de 4 500 € et au jour de son départ à la retraite, eh bien, on imagine que ce plan d'épargne retraite est valorisé 15 000 €. Là, il a deux choix possibles. Soit il demande à liquider son plan d'épargne à la retraite au jour de son départ, soit il décide de le conserver dans un objectif de transmission et il le conserve encore jusqu'à son décès. Dans l'hypothèse 1, celle où il rachète son plan d'épargne retraite au jour de son départ, eh bien, il va effectivement, comme on l'a vu précédemment, subir une fiscalité. Il avait réalisé un versement de 10 000 €. Les primes versées sont soumises au barème de l'impôt sur le revenu, mais il a des revenus beaucoup moins importants qu'au moment où il travaillait. Sa tranche marginale d'imposition sur le revenu n'est plus de 45%, mais de 30%.
eh bien, il va avoir un impôt sur le revenu de 3 000 € à verser au moment de la liquidation. Donc ça, c'est pour les primes versées. Il va également avoir un impôt à payer sur la plus-value réalisée par le plan. Ici, on a considéré que cette plus-value s'élevait à 5 000 €. Il choisit le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Il aura un impôt de 1 500 € à régler. Il aura donc une fiscalité totale de 4 500 € pour un plan valorisé à 15 000 €, donc un net perçu de 10 500 €. Dans l'hypothèse 2, eh bien, il le conserve, il n'y a aucune fiscalité jusqu'à son décès. Maintenant, on se positionne au moment de décès de ce souscripteur. Dans l'hypothèse 1, il avait perçu 10 500 €. On imagine que ces capitaux se valorisent jusqu'à son décès, qui intervient dans notre hypothèse 15 ans après, à un taux de 4%. Eh bien, si je pars de ces 10 500 € et que je valorise ce capital de 4% pendant 15 ans, j'arrive à des capitaux au décès de 18 910 €. Avec le même taux de valorisation, soit 4%, sur la même durée, donc de 15 ans dans notre exemple, eh bien, s'il a conservé son plan d'épargne retraite, il n'a pas acquitté de fiscalité au moment de son départ, ses capitaux sont valorisés 27 014 € dans l'hypothèse 2. Donc, on a une différence qui n'est pas négligeable de 8 000 €. Dans le premier cas, le conjoint survivant, on imagine que c'est lui l'héritier unique, eh bien, il va pouvoir recevoir 18 910 € dans l'hypothèse 1, alors que si le plan d'épargne retraite est conservé, eh bien, le montant reçu par le conjoint survivant s'élèvera à 27 000 € pour arrondir. Donc, on a un gain pour le conjoint survivant qui est assez important. Si je choisis plutôt de désigner mes enfants bénéficiaires de ce plan d'épargne retraite dans l'hypothèse 2, certes, ils feront l'objet des droits de succession qu'ils devront acquitter, mais sur un capital de 27 000 €. Dans l'hypothèse 1, si ce sont les enfants qui héritent, ils ont les mêmes droits de succession, mais sur un capital beaucoup plus faible de 18 910 €. Et encore une fois, pour le plan d'épargne retraite, les prélèvements sociaux de 17,2 ne sont pas dus au moment du dénouement par décès. Ce qui est un avantage assez important par rapport à l'assurance vie. Donc, ce que l'on peut retenir sur ce plan d'épargne retraite, c'est qu'on a effectivement un avantage important au moment du versement, jusqu'à 45% de son montant, si on est dans la tranche la plus élevée au barème d'impôt sur le revenu. On a un gain fiscal qui va se capitaliser pendant toute la durée de vie du contrat et on va pouvoir le débloquer en rente si on le souhaite, mais également le conserver dans un objectif de transmission si on n'a pas besoin de ces capitaux au moment de son départ à la retraite. Et peut-être juste un point que l'on n'a pas encore évoqué, sur le plan d'épargne retraite, vous avez la possibilité parmi les supports qui vous sont proposés d'investir sur des fonds immobiliers de type SCPI. Si ces SCPI sont imposables à l'IFI si vous les détenez en direct, eh bien, ils ne sont pas imposables à l'IFI si vous les détenez par le biais d'un plan d'épargne retraite jusqu'à l'âge de la retraite. Après votre départ à leur retraite, comme ce contrat devient rachetable, les SCPI deviennent également imposables à l'IFI, mais en attendant, vous avez économisé de l'IFI jusqu'à l'âge de votre départ à la retraite. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Très précise, très détaillée, et effectivement, cette avalanche de chiffres et de subtilités a amené quelques questions. Je pense qu'on a répondu, tu as répondu déjà
à certaines d'entre elles. L'une portait sur la refiscalisation au terme, qui se fait évidemment dans des conditions différentes de la souscription. Il y avait une inquiétude quant aux diminutions du nombre de parts fiscales. Une question qui demandait voilà, une personne qui se demandait si d'autres éléments peuvent compenser cet aspect. Tu l'as évoqué. On peut présumer, même si ce n'est pas toujours le cas, mais présumer d'un niveau de revenu et donc d'une TMI plus faible au moment du débouclage. Il y a d'autres aspects qui peuvent compenser. L'indexation, par exemple, du barème. On a vu qu'y compris dans cette année budgétaire compliquée, ça avait été a priori sanctuarisé. Donc on peut présumer également que le barème de l'impôt sur le revenu sera revalorisé. Ça pourrait compenser éventuellement le départ d'enfants du foyer fiscal à la sortie. Sur le report des plafonds non utilisés, je pense que là aussi, Élise, tu as été très claire. Il y avait une question sur l'abattement de 30 500 €. On peut peut-être revenir en arrière. C'était ici, dans l'hypothèse du décès après 70 ans, la question portait sur son application. Est-ce que c'était 30 500 € partagés entre les bénéficiaires ou par bénéficiaire? Élise, je vais te laisser peut-être répondre à cette question. Oui, alors, autant les 152 500 € de l'article 998 sont applicables par bénéficiaire. Par contre, les 30 500 €, c'est tout contrat confondu, c'est-à-dire que les bénéficiaires, effectivement, vont se partager cet abattement en proportion de la quote-part qu'ils reçoivent. Alors, effectivement, c'est moins intéressant que 996, mais c'est un abattement qui existe malgré tout, qui n'est pas inintéressant. J'ai vu d'autres questions passer. Quel est le montant minimum de la rente en deçà duquel la sortie n'est possible qu'en capital? Alors, actuellement, effectivement, en deçà d'une rente de 110 € par mois, l'assureur peut vous proposer une sortie en capital plutôt qu'une sortie en rente. Il y avait également une question, tant qu'on est sur cette slide, sur, dans l'hypothèse du décès avant 70 ans, l'exonération sous condition pour les rentes avec une périodicité d'au moins 15 ans. Est-ce que tu peux peut-être… Oui, tout à fait. Effectivement, lorsque l'on verse régulièrement pendant au moins 15 ans, et que l'on réalise une sortie en rente, donc ce n'est pas applicable aux sorties en capital, on peut avoir une exonération sur le montant perçu par les bénéficiaires. Et en cas de décès avant 70 ans, effectivement. Merci Élise. Il y a une question également sur la fiscalité des versements sur un PER pour un dirigeant d'entreprise. Alors là, effectivement, je vois cette question. Alors, il y a dans un des premiers slides, effectivement, le calcul pour les professionnels indépendants pour déterminer le plafond. Sur les cotisations sociales, pour moi, ça n'a pas d'incidence, mais voilà, les cotisations sociales pour les dirigeants d'entreprise, c'est un domaine très particulier. Voilà, donc je préfère ne pas répondre dans l'affirmative. D'accord, on reviendra vers vous au travers de avec votre gérant privé. Alors, j'ai une question. Pourquoi dans l'exemple, le déclarant 2 a des montants disponibles inférieurs à 10% du PAS? Alors, peut-être que si on peut revenir sur le slide précédent qui indique le détail du calcul. Je ne sais pas si j'ai accès, moi. Oui, tu as la main. C'était, je pense, ici. Alors, c'est tout simplement parce que il y a des années… Alors, le plafond, il est calculé par rapport
au PASS qui évolue tous les ans. Donc, effectivement, on peut avoir eu une utilisation des plafonds aussi. Il a pu réaliser des versements. Donc, c'est soit parce que, effectivement, le PASS a évolué, soit, mais je pense que là, dans ce cas-là, c'est plus parce qu'il y a eu des versements de réaliser précédemment. On va peut-être prendre, Élise, une dernière question qui vient d'arriver sur la fiscalité d'essai en phase d'épargne, donc avant le départ en retraite. C'est celle que l'on a présentée. Donc sur le slide, tout dépend de. Donc on est avant le départ à la retraite, hein, donc on est sur un décès avant 70 ans. Donc on est sur l'abattement de 152 500 €, suivi du prélèvement de 20% et de 31,25 au-delà de 852 500 €. Parfait. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci Sébastien, merci Élise pour vos explications, vos présentations. Très claires comme d'habitude. Le sujet est technique, on l'a vu. Je ne peux que vous encourager à vous rapprocher de votre gérant privé pour en savoir plus, faire les calculs qui, avec vous, en lien avec votre situation particulière évidemment. Je pense que ce qu'il faut retenir également, c'est que ce PR, vous avez vu, recèle beaucoup d'avantages. Il est très complémentaire de l'assurance vie qu'on connaît bien, et d'ailleurs le succès du PER ces dernières années a surpassé même le succès en termes de collecte de son cousin l'assurance vie. Si vous avez un PER existant autre qu'un PER Mescar, ben, sachez que vous pouvez en demander le transfert si vous souhaitez bénéficier encore une fois de toute l'expertise Mescar en termes d'investissement au sein de votre PER. Vous pouvez demander le transfert d'un PER existant vers le PER Mescar. Si vous avez déjà un PER Mescar, eh bien il est temps. C'est le moment de s'interroger sur l'opportunité de faire un versement. Et bien entendu, si vous n'aviez pas encore entendu parler du PER, si vous n'en aviez pas, eh bien c'est peut-être également le moment de réinterroger ce point-là et de faire tout ça évidemment avec le gérant privé Mescar qui vous accompagne. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. À tous. Bonne journée à tous. Bonne journée.